Aujourd'hui, samedi 19 décembre, croire à la magie des mots « je vois ». 1, 2, 3 soleils, bienvenue au calendrier de l'Avent. 1, 2, 3 soleils, c'est samedi 19 décembre. Bienvenue à l'hymne poésie de l'étincelle. Croire à la magie des mots « je vois ». Je commence cet hymne poésie par un autre texte de Julie Eva Munuaga de son livre Ce que tu sais déjà. Le soleil se couche sur les tornades qui éclairent. Je suis là et j'écoute, dehors et dedans. Je suis là et je vois, aligné en moi, aligné aux autres, à ma juste place. Suivre le mouvement, le geste sûr et libre, l'absolu ancré dans le ventre, vivre la vérité dans la puissance de la vulnérabilité, et puis demain. Je vois. Quel mot, quel sens derrière ces deux mots, je vois. Parfois on voit et puis finalement on ne voit rien. On voit dehors mais on ne voit pas dedans. On voit dedans ce qui se passe mais on ne veut pas voir. On regarde dedans et puis on préfère regarder dehors. Bref, ces mots je vois, il faut y puiser de la magie et la voir, cette magie, dans ces deux mots. Alors, je vois dans notre chemin de traverse, en lien aussi avec ces deux mots à chaque journée et chaque chakra, chaque nœud énergétique que j'essaye de vous partager, c'est Ajna. Ajna, c'est le troisième œil. Et même si on n'est pas sur un chemin spirituel ou pas autant, eh bien, on a déjà entendu cette expression, ton troisième œil. C'est ton sixième sens. L'intuition. Ajna. Ajna, en sanskrit, ça veut dire centre de commande. Et Ajna est quelque part presque le plus célèbre des chakras, sans même savoir que c'est un chakra et un nœud énergétique. Il se trouve à la hauteur de votre front, entre les deux sourcils, et ce chakra accueille, c'est ton lieu de ressources, de l'accueil, de tes idées, tes valeurs, où j'aime ajouter valeurs éthiques, tes rêves, tes pensées, tes souvenirs et aussi tes fantasmes. C'est le centre ressource, le lieu ressource de ton intuition. Il n'est pas ailleurs dans ton corps, il est ici. C'est un puissant centre énergétique. Il se passe beaucoup de choses ici. C'est pas pour rien que lorsqu'il nous arrive quelque chose d'inquiétant, de négatif, on fronce les sourcils pile au même endroit. Si par exemple je vous dis là, vas-y, fronce les sourcils, montre-moi que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas froncer les sourcils et c'est pile à cet endroit-là. Et en fronçant les sourcils, tu peux même mettre ton doigt à cet endroit-là. Et tu vas sentir. Je vois. Il correspond au front, à vos sourcils, au plexus carotidien et au troisième œil. La couleur de Ajna, c'est le bleu foncé, le bleu marine, le bleu nuit. Parfois, on l'associe au violet et on donne l'ultraviolet au Sahasrara, qui est le chakra couronne du dessus. Je comprends, donc je ne vais pas l'évoquer aujourd'hui, mais sachez que parfois, dans un cheminement, on va lui donner le violet. Donc moi, j'ai souvent le bleu marine, mais je l'associe quand même à des tons violets. J'essaye de lier les deux couleurs parce qu'il y a beaucoup de liens. On peut lier, par exemple, quand on travaille à Ajna, si on veut travailler avec des pierres, on peut s'associer d'un lapis lazuli et d'une améthyste. Les deux sont assez puissantes entre elles.
Parce que, pourquoi l'ultraviolet? Je vais juste faire un point, mais je vous en reparlerai demain. L'ultraviolet, c'est ce qui est invisible en fait. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette hésitation de bleu marine ou de violet qu'on va trouver dans différents textes sacrés ou différentes choses sur les chakras. Donc je préfère vous le dire parce qu'il y a deux couleurs et donc moi c'est pas que je me trompe, c'est que finalement je pars sur le bleu marine. Je garde le violet pour le Sahasrara, violet, ultraviolet. Et je garde le bleu marine intensif mais avec quelques pointes de violet. Alors comment ressentir Ajna? Comment ressentir votre troisième œil? Alors on situe Ajna entre les deux bosses frontales. Vous avez deux bosses là au-dessus de vos sourcils. On le situe au milieu, qui est dans une zone légèrement proéminente, si vous la touchez, si vous la massez, qui est située entre vos deux arcades sourcilières, et qu'on appelle glabelle. On a appris ça à l'école. Et quand vous touchez cette zone réflexe, ça déclenche instinctivement la fermeture des yeux. C'est le réflexe qu'on appelle glabellaire. On peut activer Ajna quand on exerce une pression des doigts au niveau du troisième œil. Par exemple, fermez les poings, réunissez les deux mains et avec vos poignets qui se font face. Tous les doigts sont repliés sauf les pouces qui sont tendus. Ils sont placés côte à côte. Les ongles des pouces forment une petite surface rigide et vous allez appuyer cette petite surface rigide fermement entre les sourcils, puis relâcher la pression. Et vous allez ressentir immédiatement une sensation à cet endroit-là. Quand vous avez des maux de tête, si vous êtes migraineuse comme moi, de faire ce geste sur Ajna, ça fait un bien fou. Et même quand vous faites des automassages, par exemple sur cette zone du front, vous pouvez utiliser cet état avec vos mains et vos poignets et vos pouces. Alors comment s'exprime Ajna dans notre vie? Eh bien Ajna, ça participe au domaine du rêve, de l'intuition, de l'imagination, de la capacité également à visualiser et avec votre clairvoyance. Par exemple, quand je vous emmène en méditation ou en breathwork chamanique, c'est par là que votre lumière va passer. Le sixième chakra, sixième sens, troisième œil, ça représente votre droit de voir et de percevoir. Les deux sont importants, voir et percevoir. Ajna a pour fonction d'analyser vos informations reçues de toutes parts. C'est vraiment votre décodeur, je dirais, pour les assembler en une structure qui est significative et cohérente pour finalement tout votre cerveau et votre être de pensée, votre être intellectuel. Cette faculté d'analyse nécessite de se remémorer consciencieusement les expériences passées. Vous avez aussi un effet de disque dur d'éléments passés. Elle permet d'analyser le présent pour se projeter dans l'avenir. C'est ainsi que l'intuition pourra guider vos actions. Il y a une véritable connexion ici dans un chemin thérapeutique qui est intéressant et important, je trouve, cette connexion avec l'intuition, parce qu'effectivement, ça vous permet de créer des ponts et des liens entre votre passé, votre présent et votre futur. Alors, à quel moment de la vie se développe Ajna? Eh bien, Ajna se développe majoritairement dans l'adolescence. Vous développez ici une conception du monde plus symbolique. Le symbolisme vient ici dans votre construction de vie à l'adolescence. C'est presque logique puisqu'à l'adolescence, comme disait Dolto, vous quittez votre carapace de homard, jusque-là protégé par votre cellule familiale, et vous êtes mis à nu. Donc le homard jusqu'à présent est invincible dans les océans, personne ne peut attaquer le homard. Et Dolto dit que quand tu perds, que tu mues finalement, le homard mue une fois dans sa vie, eh bien elle compare cette mue à l'adolescence, où l'adolescent perd tous ses repères, perd cette carapace, perd cette sécurité invincible et se met à nu quelque part et va exister lui-même. Et c'est pour ça que c'est si compliqué l'adolescence à traverser. Et c'est pas forcément bien accompagné dans notre monde occidental. Et du coup, c'est là que Ajna va se développer, parce que l'adolescent va développer sa capacité à être lui et quelque part va commencer à entreprendre des liens avec son intuition.
c'est un véritable moment qui serait assez agréable à pousser les enfants à entrer en connexion avec l'intuition. Je rêve d'un cours à l'école de yoga sur l'intuition, quoi. Ce serait formidable. C'est le moment du coup où vous réexaminez votre identité sociale, donc clairement liée à l'adolescence, hein, c'est ce que je vous disais, et vous cherchez à l'orienter finalement de manière plus consciente en adéquation avec votre véritable être que vous découvrez finalement à l'adolescence. Alors, le troisième œil, comment est-il équilibré? Alors, signe d'équilibre, signe de suractivité et signe de sous-activité, pour essayer de voir où vous en êtes, comment vous pouvez éventuellement vous accompagner, parce que vous êtes votre propre médecine. Le signe d'équilibre, c'est que vous savez percevoir et écouter votre intuition. Vous savez reconnaître cette petite voix à l'intérieur, là, cette petite fée clochette avec ses ailes là, plein de lumière qui vient. Et puis qui vient comme la fée clochette qui est parfois énervante parce qu'elle vous dit regarde, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis des fois tu veux pas l'écouter, sa fée clochette là, elle t'énerve. Et la fée clochette, un jour elle revient puis elle te dit je te l'avais bien dit, signez ton intuition. Donc vous savez totalement percevoir et écouter cette petite fée clochette à l'intérieur de vous. Vous êtes très perspicace, vous avez la faculté de voir clairement la situation. C'est vraiment, vous n'avez pas d'œillère autour de vos yeux, vous voyez. De manière au sens propre comme au sens figuré. Vous êtes très imaginative, vous êtes ouverte à des idées nouvelles, rien ne vous fait peur, vous y allez. Votre mémoire est assez bonne, vous vous souvenez facilement de vos rêves et vous avez la capacité de penser en termes de symboles, d'associer différentes idées, de créer une symbolique avec juste une idée comme ça qui passe lors d'une conversation à table. Vous avez cet art du symbolisme qui est vraiment une base, je dirais, de l'intuition. Alors, le signe d'un chakra sous-actif. Vous avez l'impression d'être froide et insensible. Votre mémoire est défaillante. Quelques défauts de mémoire. Vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir. Ça, c'est juste pas possible. Vous ne laissez pas beaucoup de place à votre imagination. Vous vous dites que ça sert à rien, On est dans la réalité, il n'y a pas besoin d'imagination. Vous avez du mal à imaginer les choses différemment de ce qu'elles sont. Pour vous, elles sont. Ces choses, elles n'ont pas à être autrement et du coup, vous ne voyez pas comment les voir d'une autre manière. Vous avez du mal à changer votre regard d'angle. Vous avez des difficultés à vous laisser aller dans une méditation guidée ou un processus créatif de visualisation. Donc, lors d'une méditation que je fais, par exemple, alors là, vous n'allez pas du tout partir. Vous allez être totalement bloqué. Vous n'allez pas du tout visualiser un chemin dans lequel vous allez ou une plage sur laquelle je vous dis de venir. Ça, vous n'y arriverez pas. Vous oubliez systématiquement vos rêves. Alors, ça, moi, je mets toujours un petit bémol parce que moi, perso, je ne me rappelle pas toujours de mes rêves. Mais parce que j'ai pas envie, en fait, et que je pense déjà à 10 000 choses en même temps. Si en plus, il faut que je me rappelle de mes rêves. Mes rêves, quand ils ont du sens et qu'ils sont importants, c'est qu'il y a un message qui m'est amené dans mes rêves et que je prends le matin et que je sais que maintenant, justement, en étant connectée à mon intuition, je sais que ce rêve-là a été important et qu'il a un message à m'apporter. Les autres, pour moi, je filtre. C'est une poubelle mentale. Vous avez tendance à vous réfugier dans le déni pour ne pas affronter une situation. Vous ne voulez pas voir. Il se passe un truc en vous, vous n'avez pas du tout envie de voir. Donc alors vous vous plongez dans le boulot, vous vous plongez dans les relations, et puis vous ne voulez pas voir. Vous êtes facilement influençable et vous vous percevez comme quelqu'un de peu intuitif et très rationnel. Moi, tu sais, je suis rationnelle. Hein. Moi, c'est la réalité. L'intuition, c'est du youpi tralala. Moi, je suis cartésienne, rationnelle. Je ne vois rien d'autre que ça, c'est tout. Je n'ai pas de petite voix à l'intérieur. N'importe quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Signe d'un chakra suractif. Alors, vous avez du mal à établir la frontière entre fantasme et réalité. Là, c'est carrément l'extrême. C'est que tous vos fantasmes, toute votre imagination, pour vous, c'est vrai. C'est carrément vrai. Et donc, vous ne faites pas du tout le lien avec la réalité. Vous avez des problèmes de concentration parce que justement, vous êtes perché dans vos imaginaires un peu trop débordants. Vous faites régulièrement des cauchemars. Là, c'est pas du tout les rêves cool, c'est enchaîner toutes les nuits des cauchemars. Le cerveau est en disque dur de nettoyage intensif. Et puis, ça vous pique exprès pour vous dire, regarde, tu regardes pas, quoi. Vous avez tendance à nourrir des obsessions. Vos pensées tournent en boucle sur un aspect particulier de votre vie. C'est la roue du hamster. Vous avez une image mentale figée de ce que doit être votre vie, ce à quoi doit ressembler votre partenaire et ce à quoi ressemble votre corps. Idée figée. Le regard est figé. C'est comme ça, un point, c'est tout. Vous êtes obtus et vous avez du mal à changer votre vision des choses. Et enfin, vous avez tendance à analyser vos problèmes actuels
comme des réminiscences de problèmes non résolus dans vos vies passées. Bah oui, mais moi ça s'est passé comme ça l'année dernière, donc du coup c'est encore comme ça. Hein. Et puis c'est tout, c'est normal. Vous n'allez pas chercher à avancer là-dessus. Alors quand le corps traduit un déséquilibre de Ajna, eh bien c'est logique, il n'y a pas à tergiverser, c'est des migraines, c'est des maux de tête à répétition, et puis problème de vue, on a mal aux yeux, on a une fatigue des yeux chronique. Donc ça c'est assez récurrent. Alors là on peut toujours faire aussi des petits soins, mais j'en parlerai un peu plus tard, comme on avait fait au tout début sur le regard, avec l'eau de bleuet et les gouttes dans les yeux. Alors, cause possible du déséquilibre, je vous le redis encore aujourd'hui, faites attention, prenez du recul vis-à-vis de cette notion. Alors, dans votre enfance, on peut associer un déséquilibre de Ajna parce que dans votre enfance, vous avez peut-être été témoin de quelque chose et vous n'aviez pas les outils pour le comprendre. Vous avez assisté à une scène, je ne sais pas moi, une terrible scène ou un drame familial de dispute ou... et puis vous n'aviez pas les choses en vous pour les comprendre. Et donc, vous avez vu quelque chose mais sans comprendre. Vous pouvez également, des choses vous ont peut-être été délibérément cachées. Vous avez été maintenu dans un état d'illusion qui vous empêchait de voir clairement la situation. Ce que vous avez vu ne coïncide pas avec ce que l'on vous a dit. Et cette contradiction vous amène à nier votre propre faculté de perception. Puisqu'en gros, on vous dit c'est pas vrai, c'est pas ça que tu as vu. Du coup, toi, tu n'as pas confiance et tu es en esprit de contradiction envers toi-même. Et puis, on a aussi ce troisième point où on a pu grandir dans un environnement où il y a eu énormément de peur et qui manquait de beauté avec un grand B. Des choses belles qui rendent de la vie belle. Et on n'en a pas eu assez. Donc on ferme son ajna. C'est la question de « Et Sabine, comment on fait dans notre quotidien de vie ?» Alors dans la vie quotidienne, j'ai envie de vous glisser à l'oreille que pour la majorité d'entre nous, et nous surtout les femmes, là cette fois-ci je focalise, je fais focus sur les femmes et le féminin, il ne va pas s'agir tant de guérir ajna, c'est plutôt de le laisser s'épanouir. De le laisser s'épanouir, Ajna, ce troisième œil. On ne nous a pas souvent appris, voire jamais, on nous a appris à nous servir de notre intuition ou à penser de manière symbolique. L'intuition, on n'en parle jamais dans notre vie d'écolier. À l'école, on n'en a jamais entendu parler. On n'en a jamais fait état pour apprendre à être en connexion avec son intuition. Et de penser de manière symbolique, on va l'évoquer dans 4 cours de français sur le symbolisme de la littérature française et de la poésie du XVIIe siècle, où on aura étudié Marguerite Duras pendant 4 ans. Donc, on n'est pas à même, c'est pas quelque chose qui est en nous, et pourtant, c'est inné d'être en connexion avec son intuition, clairement. Donc, il y a un vrai déséquilibre, il y a un vrai désaccord d'être, en fait, ici. Du coup, la première étape, généralement, quand on conseille, et beaucoup dans l'hypnose notamment, c'est de rentrer en contact avec ses rêves, d'apprendre à se les remémorer. Donc en hypnose, en travail d'hypnose, je sais que parfois, en travail de kinésiologie aussi, on va vous inviter chaque soir, avant de vous endormir, de passer en revue votre journée, en commençant par l'événement le plus récent, et puis en remontant dans le temps jusqu'au moment où vous avez ouvert les yeux dans ce même lit. Et puis, on va vous donner cette phrase, de vous affirmer mentalement, demain matin, je me souviendrai de mes rêves. Et on vous dit clairement de vous dire cette phrase. Et quand vous vous éveillez, vous ne changez pas de position dans le lit, c'est ce qu'on vous conseille. Et vous ne changez pas de position tant que vous n'avez pas réussi à vous rappeler de votre rêve. Ensuite, on vous conseille de l'écrire sur un petit carnet qui est à côté de votre lit, et puis d'utiliser du temps présent qui est là, de prendre un maximum de détails de ce rêve, et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, partager à la personne qui partage votre lit ce moment de rêve, si vous aviez envie. Donc ça, c'est un vrai travail d'accompagnement. Je sais qu'en hypnose, ils le font beaucoup. Voilà, si vous avez envie de vivre cette expérience, faites-le. Alors, ça va vous faire sourire,
mais pour développer Ajna, rien de mieux que d'étudier la mythologie. Je vous assure. Les récits mythologiques, que ce soit de la Rome antique, de la Grèce ancienne, etc., stimulent l'imagination, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit pas perché quand même leur truc, et amènent à réfléchir sur un plan symbolique. Alors, la personne qui vous parle, moi-même, j'ai fait 14 ans de latin, d'études de latin, et donc du coup de la symbolique de tous ces textes et tout ça, et c'est vrai que en me formant maintenant dans toute ma nouvelle vie, et quand on m'a parlé de ça, j'ai eu, vous savez, c'est la fameuse pichenette avec douceur finalement, et je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Et moi qui ai râlé enfin, dans les premières années, après j'ai adoré ça, mais parce que j'avais des profs formidables qui m'ont fait juste des trucs extraordinaires, mais au début c'est juste insupportable de réciter son latin et de traduire les textes. Et en fait on apprend tous les contes de la mythologie qui sont incroyablement riches, et surtout complètement baigné dans l'imaginaire et le symbolisme. C'est un truc incroyable. Là, on parle des éléments, on évoque les éléments. Il y a beaucoup de symboliques et d'archétypes associés à ça. Quand vous plongez dans la vie égyptienne, la mythologie égyptienne, là, vous avez des trucs aussi incroyables en termes d'énergie et de symbolisme. Ça développe Ajna. Et oui. Alors, c'est évident pour moi dans l'étincelle puisque le yoga art est mon fondement, mais pour développer Ajna, rien de mieux que la pratique d'un art visuel. Alors, art visuel, c'est peinture, dessin, coloriage de mandala par exemple, photographie, de l'art sur le textile, quand vous faites des teintures de batik, en tout cas de l'art visuel. Ensuite, grande évidence, mais qu'on n'a pas forcément là acquis dans notre société occidentale. Et là, on revient à notre merveilleux Hygge avec nos Scandinaves d'amour et qui ont perçu et complètement reçu le fait de développer Ajna là-dessus, c'est de s'exposer chaque jour à la lumière du soleil. Alors quand il n'y en a que 5 heures, comme dans les pays scandinaves, eh bien on pense luminothérapie, on pense lumière du feu, mais en tout cas, il faut s'exposer chaque jour à la lumière naturelle. Alors, l'huile essentielle de prédilection de Ajna, tenez-vous bien, c'est l'ânette. Vous savez, la jolie herbe verte très feuillue qu'on met sur du poisson. Eh bien, l'ânette, vous en mettez quelques gouttes sur un mouchoir et vous respirez. Cette odeur est très particulière, donc au début, ça déroute un peu. Et quand on veut se connecter à son intuition, j'ai eu le bonheur de mener des séances de méditation intuitive avec de l'ânette. Il en est ressorti des choses de la part de mes étincelles féminines qui étaient présentes dans le cercle, des trucs incroyables, juste en respirant l'odeur de l'ânette. Une méditation intuitive, c'est que je donne 1 ou 2 mots et avec l'odeur, vous partez vous dans votre tête en connexion avec cette intuition et vous partez en voyage, hein, clairement. Et après, on fait un cercle de paroles et on exprime soit son voyage ou soit ce qu'on a vécu et avec quelques mots. Et c'est toujours bouleversant. Donc, si vous voulez vous faire un cadeau un peu spécial, c'est l'huile essentielle d'ânette et d'essayer, qui permet en fait de dissiper la confusion. C'est comme si vous respiriez un shoot de... vous êtes dans le brouillard, vous voyez, dans vos yeux là, vous voyez rien. Vous respirez une dose d'ânette et pouf, il n'y a plus de brouillard, c'est tout net. Et là, vous avez de l'illumination comme dans les Blues Brothers, avec Jack et Elwood dans leur mission de vie. Vous avez la lumière, quoi. Ou Sister Act, je crois qu'il y a Sister Act aussi. Bon, c'est lié à la religion, du coup, mais voilà, je voulais vous donner une image un peu drôle, là. Donc, l'ânette, en fait, pour être plus sérieuse, s'il vous plaît, l'ânette, ça permet de dissiper la confusion. Ça a une véritable vertu sur ça. Et ça permet de percevoir les choses avec plus de lucidité. Percevoir. Je perce et je vois. Je perce le brouillard et je vois. Percevoir. Alors, côté alimentation. Donc, par rapport à ce petit laïus, vous savez, de couleurs, bleu marine et violet. Alors, on va chercher à prendre des aliments pour stimuler Ajna, qui sont un peu dans ces univers de couleurs. Donc, il va y avoir la myrtille, le cassis,
la pomme de terre vitelotte, c'est la pomme de terre violette, le chou rouge qui est violet en fait. Il semblerait aussi que les anthocyanes, qui sont les pigments responsables de la couleur bleu-mauve, aient en fait un effet très bénéfique sur votre vision. Donc ça permet aussi de gérer votre myopie, enfin ça nourrit tout ça avec vos yeux. Et comble du bonheur suprême et orgasmique pour ma part, le chocolat noir vous aide à vous relaxer tant en aiguisant votre clarté mentale, et c'est aussi un bon carburant pour le chakra Ajna. Le chocolat noir pur stimule Ajna. Quand vous buvez ou si vous avez eu le bonheur inouï de faire une cérémonie du cacao, où le cacao est pur et c'est limite, ça vous tourne la tête, là vous avez une immense connexion avec Ajna. Je vous le conseille de vous offrir ce moment-là si vous n'avez pas vécu une cérémonie du cacao. Alors venons sur notre tapis de yoga. Qu'est-ce qu'on peut faire sur notre tapis pour stimuler, nourrir, chouchouter Ajna? Eh bien, excepté pour les postures d'équilibre, je précise, on essaye de pratiquer les yeux fermés. Et oui, c'est assez curieux, mais on va faire des séances tout le temps les yeux fermés. Ça vous permet de voir au-delà du matériellement visible sur votre tapis, de ne pas vous laisser distraire finalement par vos stimuli visuels autour de vous, et vous êtes focus sur l'entièreté de votre corps et du lien, yoga, yuj, le lien, corps-esprit, et du coup en ayant les yeux fermés, vous êtes véritablement connecté à votre intérieur et donc votre intuition. Essayez par exemple, si demain matin, vous n'avez pas, ou là aujourd'hui, vous n'avez pas fait encore votre yoga, par exemple, si vous pratiquez tous les jours, eh bien, essayez d'enchaîner vos salutations au soleil les yeux fermés. Peut-être que vous le pratiquez déjà, ceci dit, mais vous essayez là, cette fois-ci, de le faire entièrement les yeux fermés. Et dans cette série, vous vous concentrez également sur cette zone du Ajna entre vos deux sourcils. Alors, j'aime bien vous donner les postures, vous l'aurez compris, quelques postures clés de chaque chakra. Pour Ajna, Balasana, qui est la posture de l'enfant, est juste une merveille. Il faut appuyer son front sur son tapis. Donc, vous appuyez Ajna en contact avec la terre-mère. Donc là, vous avez en plus une reliance d'énergie et d'électrons et de vibrations électriques incroyable. Quand vous êtes, pareil, je vous l'ai dit ça hier, vous êtes focus sur votre posture à l'endroit même où vous voulez recevoir. Donc là, vous voulez recevoir sur Ajna. Donc quand vous êtes en Balasana, vous allez être focus sur l'endroit de Ajna qui touche le tapis. Alors sachez que les flexions avant, comme Balasana, ça permet de bloquer temporairement votre vision pour développer votre intuition. Vous bloquez en fait ce don de la vision, de voir, et vous développez à ce moment-là votre intuition. Elles ont un effet apaisant, ces flexions avant, qui invite au calme et à la concentration. C'est comme quand on veut apaiser son feu ou apaiser son chakra du plexus solaire trop fort. On va faire des postures comme ça, et c'est pas pour rien, c'est apaisant et ça vous connecte à votre intuition. En Balasana, le troisième œil est donc stimulé par le contact du front sur le sol, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas décrire Balasana, même pour les débutantes, au pire, vous trouverez mes Balasana. Voilà, je ne vais pas forcément vous décrire la posture. Deuxième posture pour le Ajna, Uttanasana, qui est la pince debout. Alors la pince debout, par contre, je vais vous la décrire maintenant. C'est parce qu'on fait des erreurs en fait sur la pince debout dans mes ateliers yoga et moi-même en formation. Je resterai une éternelle étudiante toute ma vie en yoga. Je faisais moi-même des erreurs terribles, alors qui sont accentuées en plus avec mes deux lombaires fissurés. Mais debout. Alors vous êtes debout, les pieds proches, mais attention, séparés à distance de 2 points. Donc quand vous voulez tester, vous mettez 2 points l'un à côté de l'autre et vous mettez vos 2 points. Moi, c'est ce que je fais. Alors les enfants, évidemment, en raffolent parce qu'ils sont à hauteur. Mais vous mettez vos 2 points entre votre pied gauche et votre pied droit et ça vous donne l'écart nécessaire à Uttanasana. Ça ne doit pas être plus. Donc debout, les pieds proches, comme je vous l'ai dit. Vous inspirez en levant les bras. Donc on inspire, on lève les bras et en expire, on se penche vers l'avant
en initiant la flexion au niveau des hanches, c'est-à-dire que quand vous vous baissez, erreur numéro 1, on se baisse avec nos épaules et notre tête. Erreur numéro 1. Vous allez baisser votre corps avec vos hanches. C'est vos hanches qui vous aident à vous baisser. Et c'est vos hanches qui vont guider vos épaules et votre tête, votre nuque. Là, ici, c'est les hanches qui commandent. Et durant toute cette manœuvre, vous gardez le dos aussi droit que possible. Vous imaginez, je ne sais pas moi, que vous avez une planche de skate sur le dos, je ne sais pas, ou un ski, et il ne doit pas bouger. Alors après, il doit bouger s'il glisse, mais en tout cas, vous imaginez que ce dos doit être hyper droit. Vous avez un livre dessus, quoi, par exemple. Alors, mieux vaut garder les genoux fléchis quand on a quelques soucis de dos. Donc, on garde les genoux fléchis pour le faire. Ça, c'est toléré et c'est tant mieux parce que du coup, vous économisez votre dos. À chaque expiration, vous essayez de vous rapprocher un peu plus du buste des cuisses ou de tendre les jambes. On ne fait pas Uttanasana en un seul coup. Et alors ça, je le dirai toute ma vie. Et je vous conseille un livre merveilleux qui est... je vous redonne la référence. Je crois que c'est Chaque corps, chaque yoga ou un truc comme ça. Et qui vous dit en fait que si ça se trouve, pendant toute votre vie, vous ne réussirez jamais à faire un Uttanasana collé complètement en pince debout parce que votre corps ne peut pas. Et c'est pas vous, c'est pas parce que vous manquez de souplesse, c'est tout ça, c'est que votre morphologie fait que vous ne pourrez jamais faire cette posture. Donc, il faut être indulgente avec cette posture et soi-même. Donc, il faut juste se dire qu'à chaque expiration, on tente un petit peu à chaque fois et on essaye de se rapprocher le buste de ses cuisses ou de tendre tout simplement un peu plus les jambes. Ensuite, on pose les mains au sol. Là, c'est pareil, on est indulgente avec soi, on est amour. Donc, soit on pose sur une brique de yoga. Là, les briques, elles nous servent, une pile de livres. On peut également poser des coudes sur une table ou le dossier d'une chaise, pourquoi pas. Et puis, pour approfondir la posture, pour celles qui peuvent faire Uttanasana totalement en pince debout collée, eh bien, on place les paumes des mains sur les mollets ou sur le tapis derrière vous, de façon à rapprocher le plus possible le troisième œil des tibias. C'est-à-dire que celles qui réussissent la pince debout complètement collée, elles ont leur troisième œil quasiment collé sur les tibias. Alors, ici, Ajna sera stimulé en visualisant, lors de l'inspiration, le trajet du souffle qui monte du milieu de la colonne vertébrale. Je vous rappelle que c'est les hanches qui va basculer le tronc vers le front. Donc, vous allez imaginer cet air qui part du bas de la colonne vertébrale et qui monte vers le front. Ça, c'est un inspire. Et qui descend en même temps vers le bas de la colonne. Donc, il y a un effet vague continue, si vous voulez. Et lors de l'expire, on va visualiser le trajet inverse, c'est-à-dire les souffles qui se rejoignent au milieu de la colonne. Et on focalise bien évidemment son attention sur le rythme de la respiration et sur les troisièmes œils ou les talons. Donc, Uttanasana, on est indulgent envers soi-même parce que peut-être que toute ta vie, tu ne feras jamais Uttanasana en pince debout. Moi, je ne peux pas. J'ai eu un accident sur mes lombaires et du coup, je ne pourrai jamais à vie faire Uttanasana en collé serré. Alors, autre posture que j'adore et qui stimule énormément Ajna et qui, moi, m'apaise énormément mon feu de fou, là, c'est Garudasana, c'est l'aigle. Alors, l'aigle, il faut trouver une stabilité sur un pied qui nécessite de fixer son regard et sa pensée. Et moi qui ai 10 000 idées à l'heure, cette posture a pour moi et sur moi un effet de shoot de bonheur intensif parce que ça t'aide à te focaliser sur une seule chose. Parce que cette posture, elle est forte en elle-même et du coup, tu exerces ainsi, tu t'exerces finalement à ta lucidité. Symboliquement, l'acuité visuelle de l'aigle représente à la capacité à voir objectivement les choses dans leur réalité. Je ne sais pas si petite fille vous avez lu Yakari. Après, il y a tous les âges des femmes dans notre cercle aujourd'hui et j'en suis très heureuse. Il y a plein d'âges différents.
Si vous avez lu Yakari, je parle des livres, hein, toujours moi, pas du dessin animé, mais eh bien dans la BD, la bande dessinée, il y a un aigle, il y a un grand aigle qui est l'animal totem et qui suit Yakari. Et il lui dit souvent ça, c'est un peu son Yoda si vous voulez. Et il lui dit souvent que mes yeux voient objectivement les choses dans leur réalité. Ils ne voient pas autre chose. Ils ne se voilent pas le regard. Et Garudasana, ça permet également d'exercer votre capacité de concentration. Alors, comment on fait Garudasana? On bascule le poids du corps sur la jambe gauche. C'est-à-dire que votre jambe gauche est en appui et on bascule le poids du corps sur la jambe gauche. On va y enrouler la jambe droite en fléchissant la jambe d'appui. Donc, on vient s'entortiller, un peu comme on fait des fois, on est assis sous notre bureau, on va entortiller nos jambes. Et bien là, on les entortille, mais en étant debout. Donc, vous basculez le poids du corps sur la jambe gauche, vous y enroulez la jambe droite en fléchissant la jambe d'appui. Ensuite, vous tendez le bras gauche et vous enroulez le bras droit. En fait, au final, vos deux jambes vont être enroulées et vos deux bras vont être enroulés, entortillés, comme un pied de glycine. Vous attrapez le pouce gauche avec la main droite. Puis vous pliez légèrement la jambe d'appui. Donc votre jambe d'appui où il y a la jambe entortillée avec, elle va se plier légèrement. Et vous allez garder la pose ainsi et faire quelques respirations ici, inspiration et expiration, de manière posée, ancrée. Et si vous voulez augmenter la difficulté de cette posture qui est très très forte, vous descendez plus bas dans la posture. C'est-à-dire que vous allez plier davantage la jambe d'appui jusqu'à parfois être complètement limite accroupi au sol, qui est en lien avec Shiva ici. Les débutants peuvent pratiquer cette posture assis sur une chaise. C'est ce que je vous disais, comme au bureau, on va entortiller ses jambes sous la chaise. Et puis, ne pas oublier évidemment de pratiquer de l'autre côté. Faire les deux jambes, toujours. Et prendre un temps aussi, ça j'aime beaucoup le dire et le rappeler. Prenez un temps, n'enchaînez pas les deux postures. Quand vous faites Garudasana du côté gauche, après vous revenez en montagne, vous prenez un temps pour être en symbiose et en émotion et en écoute finalement de ce qui se passe à l'intérieur pour voir la différence gauche-droite, yin et yang, et après vous basculez sur l'autre côté. Voilà le partage que je voulais vous chuchoter aujourd'hui sur Ajna, sur croire à la magie des mots je vois. Il y a beaucoup à dire en fait sur Ajna. Il y a évidemment un lien à faire avec l'intuition. Donc je ne pourrais que vous conseiller, si vous en ressentez le besoin et l'envie, de réécouter les choses que nous avons travaillées ensemble sur le chemin de traverse lié à l'intuition. Parce que peut-être que vous ne l'écouterez plus de la même manière, en sachant ce qui se passe avec Ajna dans votre vie. Qu'est-ce que ça peut justement toucher, chambouler, bouleverser, accompagner, nourrir. Vous aurez peut-être un autre regard sur l'écoute de ce qu'on a vécu sur l'intuition il y a quelques jours. Je ne vais pas forcément partager plus sur Ajna, c'est vraiment une envie délibérée. Rentrez en connexion avec vous. Essayez de jouer sur je vois, je perçois, je regarde, et que ce soit vers l'extérieur et vers l'intérieur de votre être. Le 6e sens, Ajna, et croire à la magie des mots je vois, est vraiment une clé dans un chemin de traverse de développement personnel. Tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on n'a pas regardé, vous ne pourrez pas avancer. Et combien de fois, j'en suis persuadée, chère étincelle, vous vous dites, ou vous avez vécu des situations parce que vous n'avez pas voulu voir, alors que vous saviez et que vous voyez, mais vous ne voulez pas voir, parce que vous saviez que si vous allez voir, il va falloir réagir et agir. Soyez pleine d'amour pour vous-même aujourd'hui sur cette notion de je vois. Prenez un temps dans la journée aussi, je ne vais pas vous le dire ça dans l'atelier yoga parce que je vais vous donner plein de choses à faire.
Mais prenez un temps dans votre journée, après ce podcast, de regarder et voir, et de prendre cet instant juste pour faire ça. Peut-être que vous êtes dans le métro, peut-être que vous êtes au bureau, peut-être que vous êtes à la maison. Eh bien, juste après avoir écouté cet hymne poésie, vous allez aller voir. Peut-être que c'est votre entourage, la pièce dans laquelle vous êtes. Peut-être que c'est à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est vous dans le miroir. En tout cas, allez voir. Et une fois que vous aurez vu, vous êtes persuadé de croire à la magie des mots « je vois ». À tout de suite dans l'atelier Yoga Art.